Le 25 juin 2009, à Los Angeles, le monde apprend la mort de Michael Jackson. Et dans les heures qui suivent, quelque chose de très révélateur se produit. Au lieu de simplement célébrer la vie de l'artiste le plus influent de l'histoire de la musique populaire, les médias du monde entier posent tous la même question, comme s'ils l'avaient préparée depuis très longtemps. Génie ou monstre ? Ce que ces mêmes médias ne vous ont pas dit ce soir-là, c'est qu'en 1993, le père du premier garçon qu'il avait accusé avait été enregistré à son insu, au téléphone, en train de planifier méthodiquement la destruction publique de Michael Jackson. This man is going to be humiliated beyond belief, but he will not believe it can happen. Beyond his worst nightmares, sell one more record. This attorney I found, I interviewed several, and I picked the nastiest son of a bitch I could find. Once I make that phone call, this guy is just going to destroy everybody in sight. Any devious, nasty, cruel way that he can do it. And I've given him full authority to do that. It'll be a massacre if I don't get what I want. Et ce, avant même que son fils n'ait formulé la moindre accusation formelle. Ce qu'ils ne vous ont pas dit non plus, c'est que 2 grands jurys indépendants ont refusé de l'inculper. Que 12 jurés, après des mois de procès en 2005, ont rendu un verdict unanime, non coupable sur les 14 chefs d'accusation. Ces faits-là ont eu droit à un entrefilet. Les accusations, elles, faisaient la une. Et puis en décembre 2025, quand le département de la justice américaine a publié les dossiers Epstein, le nom de Michael Jackson est apparu. Pas comme complice, pas comme client, mais sur une photographie officielle publiée par le département de la justice aux côtés de Bill Clinton et Diana Ross. Pendant ce temps, les hommes et les femmes documentés comme ayant réellement gravité autour du réseau Epstein, comme par exemple Bill Clinton, Donald Trump, le prince Andrew, Ghislaine Maxwell ou encore Ariane de Rothschild, avaient bénéficié d'une discrétion remarquable de ces mêmes médias pendant des décennies. Alors la vraie question, c'est pas de savoir si Michael Jackson était un génie ou un monstre. La vraie question, c'est pourquoi a-t-on consacré 20 ans à vous convaincre qu'il en était un ? Qui avait intérêt à détruire cet homme ? Et contre quoi exactement avait-il choisi de se battre ? C'est ce qu'on va examiner aujourd'hui. Pas les rumeurs, juste les faits, les sources et les archives. Je mettrai tout en description de cette vidéo pour que vous puissiez les retrouver vous-même. Pour comprendre Michael Jackson, il faut d'abord comprendre qu'il n'a jamais eu de vraie enfance, dans le sens où il n'a jamais pu grandir librement, jouer, se tromper, découvrir le monde à son rythme. Le 29 août 1958, à Gary, dans l'Indiana, Michael Joseph Jackson naît 7e d'une fratrie de 9 enfants. Gary, c'est une ville ouvrière, une ville noire, une ville pauvre, posée sur les rives du lac Michigan comme un vestige oublié du rêve américain. Son père, Joseph Jackson, est un ouvrier dans une aciérie le jour, guitariste frustré la nuit, un homme dur, autoritaire, qui a très vite compris que ses fils avaient quelque chose d'exceptionnel, et il a décidé d'en faire une entreprise. Les répétitions commencent quand Michael a seulement 5 ans, des heures chaque soir, après l'école. Joe Jackson dirige les séances avec une ceinture à la main pour punir les erreurs. Michael always does right. Is he No, not all the time. You know, Michael, he likes to lead. You know, he's the lead singer. The way we discipline Michael is sort of like cut down on his allowance a little bit. Yeah. Yeah, we don't give him this much money to spend. Michael le dira lui-même des décennies plus tard, je cite, « Mon père me regardait comme si j'étais une marchandise, pas comme son fils ». À 10 ans, Michael est déjà professionnel. À 12, les Jackson 5 signent chez Motown Records et enregistrent leur premier projet, I Want You Back, qui sera vendu à plusieurs millions d'exemplaires en quelques semaines. Le monde voit un enfant prodige qui sourit sur scène. Personne ne voit l'enfant qui pleurait dans les coulisses. Pendant les tournées des Jackson 5, quand les autres membres de la famille allaient s'amuser en ville après les concerts, Michael restait seul dans la chambre d'hôtel. Il regardait par la fenêtre les enfants jouer dans la rue. Il a raconté plus tard que c'est dans ces moments-là qu'il a compris que son enfance lui avait été volée. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé que sa vie entière serait une tentative de la récupérer et de protéger surtout celle des autres. Ce détail est fondamental pour comprendre tout ce qui va suivre. En 1979, Michael Jackson a 20 ans et sort Off the Wall, son premier album vraiment solo, 4 singles dans le top 10 américain simultanément, du jamais vu. Mais ce n'est qu'un prélude de ce qui arrivera 3 ans plus tard. 1982, Thriller. Plus de 70 millions d'exemplaires vendus. L'album le plus vendu de l'histoire de la musique, toutes époques confondues. Un record qui tient encore aujourd'hui. À ce moment-là,
MTV existe depuis 1 an, mais MTV diffuse quasiment pas d'artistes noirs. La chaîne refuse les clips de Michael Jackson. CBS Records menace de retirer tous ses artistes si Jackson n'est pas programmé. MTV cède, Michael Jackson devient le premier artiste noir massivement diffusé sur MTV. Il vient de traverser la barrière raciale de l'industrie de la musique. Mais c'est une conversation privée, un soir de 1981, qui va tout changer. Michael Jackson est l'invité de Paul McCartney dans sa propriété londonienne. Entre 2 sessions d'enregistrement, McCartney lui explique le vrai fonctionnement des droits dans la musique. Il lui explique quelque chose qui est fondamental à ce moment-là. La vraie richesse, ce n'est pas de vendre des disques, c'est de posséder les chansons. Michael retient bien la leçon. Plus tard, au mois d'août 1985, après des mois de négociations, Michael Jackson acquiert le catalogue ATV pour plus de 47 millions de dollars. Dans ce catalogue, il y a 4000 chansons, dont la quasi-totalité du catalogue des Beatles. Un petit peu avant, le même Paul McCartney et Yoko Ono avaient refusé cette offre. Ils ont trouvé le prix du catalogue trop cher. Mais Michael Jackson a vu bien plus loin. Quand Paul McCartney apprend cette nouvelle, il appelle directement Michael Jackson. Et la conversation est très tendue. Mais Michael est très calme. Il lui répond « Mais Paul, tu m'as dit toi-même d'investir dans tes catalogues. J'ai juste écouté ton conseil. Il faut bien retenir ce moment parce que Paul McCartney ne lui pardonnera jamais. » En 1995, Michael Jackson fusionne son catalogue ATV avec Sony Music Publishing. La nouvelle entité s'appelle donc Sony ATV. Michael Jackson en détient 50%. Un artiste noir vient de devenir copropriétaire de l'une des plus grandes maisons d'édition musicales du monde. Et dans cette industrie, à cette époque, quand un artiste noir possède autant, ça dérange profondément. Pendant que cet empire se construisait, quelque chose se passait dans l'ombre. En 1983, l'année même de Thriller, le dermatologue de Jackson, Arnold Klein, pose un diagnostic. 2 diagnostics en réalité. Il a le vitiligo et le lupus. Pour vous expliquer rapidement, le vitiligo, c'est une maladie où votre propre système immunitaire détruit les cellules qui donnent de la couleur à votre peau. Des taches blanches apparaissent progressivement sur le corps, le visage, les mains, partout. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le choisir et on ne peut pas le cacher indéfiniment. De l'autre côté, il a aussi le lupus. C'est une maladie auto-immune où le corps s'attaque lui-même. Les articulations, la peau, les organes. Chez Michael Jackson, c'était le lupus discoïde, une forme qui touche principalement la peau et provoque des cicatrices permanentes, notamment sur le visage. C'est d'ailleurs pour des raisons de reconstruction liées à cette maladie, et non par vanité, que Michael Jackson a subi plusieurs opérations du nez. C'est le docteur Richard Strick, médecin mandaté par le procureur Snedden, l'ennemi de Michael, qui l'a lui-même confirmé après avoir examiné ses dossiers médicaux. Pour couvrir les taches inégales du vitiligo, Michael utilisait des crèmes dépigmentantes, prescrites par son médecin, et du maquillage, ce qui a eu pour effet progressivement d'uniformiser sa peau vers une teinte plus claire. Ce n'est pas par choix, c'est une réponse médicale. En 1993, face à Oprah Winfrey, devant 90 millions de téléspectateurs, Michael dit simplement, je cite, « C'est quelque chose que je ne peux pas empêcher. Quand des gens inventent des histoires que je ne veux pas être qui je suis, ça me fait mal. » Et le gant qu'il porte alors, l'accessoire le plus iconique de l'histoire de la musique populaire. Il le portait pour cacher les premières taches de vitiligo sur sa main. Un symbole de souffrance transformé en icône mondiale. Voilà exactement ce que les tabloïds ont transformé en preuve de bizarrerie pendant plus de 20 ans. Pendant toutes ces années de gloire, Michael Jackson fait quelque chose que très peu d'artistes à son niveau osent faire. Il essaie de nous dire quelque chose. Pas en conférence de presse, pas en interview, mais dans sa musique. Là où il est le plus libre, le plus vrai. 1987, Smooth Criminal. Le clip est un chef-d'œuvre visuel inspiré des films noirs des années 40. Mais la chanson raconte l'histoire d'une femme agressée dans son appartement, et ce refrain répété en boucle. Annie, c'est le prénom de la poupée utilisée dans les formations de réanimation. La poupée sur laquelle on apprend à sauver des vies. Michael, à travers une chorégraphie spectaculaire, parle d'une femme victime de violence. 1995, les Don't Care About Us. C'est son acte politique le plus direct. La chanson parle de brutalité systémique, d'oppression, de ceux que le système broie sans jamais rendre de compte. Le clip est filmé dans les favelas de Salvador de Bahia avec Spike Lee. Et dans les paroles, Michael invoque 2 noms, Roosevelt et Martin Luther King. Il chante, je cite, « Le gouvernement ne veut pas voir, mais si Roosevelt était vivant, il ne laisserait pas cela se produire. » En disant ça, il convoque les 2 grands défenseurs des droits civiques américains pour dire que l'Amérique trahit ses propres idéaux. Sony tente de bloquer la sortie du titre, trop politique, trop explosif, mais Michael tient bon. Sur ce même album, il place un titre intitulé Tabloid Junkie, une attaque frontale contre les médias. Il chante, je cite, « Parce que vous l'avez lu dans un magazine ou vu à la télévision, ça n'en fait pas un fait. » En 1995, il nous disait déjà tout. Le 16 juillet 1988, à Wembley Stadium, Michael Jackson rencontre pour la première fois et unique fois de sa vie la princesse Diana. N'oublions pas qu'il avait retiré son titre Dirty Diana de la setlist de son concert par respect pour elle. En coulisses, Diana le cherche du regard et lui demande, je cite, « Est-ce que tu vas chanter Dirty Diana ?» Michael, un peu gêné, répond qu'il l'a retiré en son honneur. Diana sourit. «
Je cite « Non, je veux que tu la chantes. C'est ma chanson préférée. » Évidemment, il était trop tard pour la remettre de la setlist, mais ce soir-là, pendant le concert, Diana s'est levée pour danser. Charles, son mari, est resté assis. Une amitié profonde naît ce soir-là. Pas romantique, mais une amitié entre deux êtres qui se comprennent parce qu'ils vivent la même guerre. Jackson le dira en 99. Je cite « Elle était la seule personne du monde qui pouvait comprendre ma vie. Ne pouvoir aller nulle part, les histoires de presse qui dérapent, l'intrusion permanente dans la vie privée. On s'appelait tard dans la nuit, souvent après 3h du matin. On pleurait ensemble au téléphone. 2 personnes, 2 cibles, les mêmes tabloïds, le même système. » Diana mourra en août 97, dans un tunnel parisien. Jackson sera dévasté. Et quelques années plus tard, quand les fils de Diana, William et Harry, veulent rencontrer Michael Jackson, leur père bloque le meeting. Une lettre officielle du palais arrive. La rencontre n'aura jamais lieu. Et puis à cet audio, un enregistrement privé dont l'authenticité n'a jamais été sérieusement contestée. On y entend la voix de Michael Jackson dans une conversation avec une amie proche. Il dit très calmement, comme quelqu'un qui a compris quelque chose d'irréversible. What's wrong, Michael? I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can't talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me. They could stab me. They could frame me and say I overdosed you with drugs. They can do a lot of things. Alors oui, on peut choisir d'entendre ça comme de la paranoïa d'un homme fragilisé, ou on peut regarder ce qui s'est passé ensuite et laisser les faits parler. Nous sommes en 93. Michael Jackson est au sommet de sa tournée mondiale Dangerous. Il est l'artiste le plus célèbre et le plus puissant de la planète. Et c'est exactement à ce moment-là qu'entre en scène un homme du nom d'Evan Chandler. Evan Chandler est un dentiste à Beverly Hills, mais il a une ambition secrète, être scénariste à Hollywood. Il a d'ailleurs coécrit avec son fils Jordan l'idée du film Robin Hood, Men in Tights de Mel Brooks. Jordan a 13 ans. Depuis 92, Jordan et Michael Jackson sont amis, une amitié qu'Evan Chandler lui-même a encouragée et dont il s'est longtemps vanté. À l'été 93, Chandler consulte un avocat, Barry Ruttman, qui contacte le psychiatre sans que ce psychiatre n'ait jamais rencontré ni Jordan ni Jackson. Sur la base d'un scénario hypothétique, ce psychiatre rédige une lettre affirmant qu'il existe, je cite, « une suspicion raisonnable d'abus sexuels ». Cette lettre est utilisée pour approcher l'équipe de Michael Jackson avec une demande très précise, 20 millions de dollars. Sinon, il va en justice pénale. Michael Jackson refuse. Son équipe contre-propose 350 000 $. Là, c'est Chandler qui refuse. L'affaire bascule dans le domaine public. Et voici ce qu'on ne vous a jamais mis en une. L'équipe de Michael détient un enregistrement, une conversation téléphonique entre Evan Chandler et David Schwartz, le beau-père de Jordan, enregistré à l'insu de Chandler. Dans cet enregistrement, Evan Chandler dit mot pour mot, je cite, « Ça va être une guerre, et une fois que j'aurai lancé cette guerre, je la gagnerai. Et quand ça sera fini, Michael Jackson n'existera plus. » Once I make that phone call, this guy is just going to destroy everybody in sight. Any devious, nasty, cruel way that he can do it. And I've given him full authority to do that. It'll be a massacre if I don't get what I want. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want, and they will be destroyed forever. They will be destroyed. June is going to lose Jordy. She will have no right to ever see him again. Yeah. That's a fact, Dave. That's what's Does that help Michael's career will be over. Does that help Jordy? Michael's career will be over. And does that help Jordy? That's irrelevant to me. À ce moment précis, Jordan Chandler n'avait formulé aucune accusation. La police fouille Neverland de fond en comble. Aucune preuve physique n'est trouvée. 2 grands jurys indépendants refusent d'inculper Michael. Pourtant, sous la pression médiatique, Jackson accepte un règlement civil estimé à 23 millions de dollars. Et immédiatement, ce règlement est présenté comme un aveu de culpabilité. Mais on oublie de préciser quelque chose d'important. Le règlement civil n'empêchait pas Jordan de témoigner au pénal. Il ne l'a jamais fait, ni en 1993, ni en 2005. Jamais. En 2006, des documents juridiques révèlent qu'Evan Chandler a agressé son propre fils avec une barre de métal et du gaz lacrymogène. Jordan obtient son émancipation légale. Evan Chandler met fin à ses jours en novembre 2009, 5 mois exactement après la mort de Michael Jackson.
On remonte un peu dans l'histoire. Nous sommes en 2001, Michael Jackson prépare Invincible. Sony injecte 30 millions dans la production. L'album sort, il entre numéro 1 au Billboard, numéro 1 dans 13 pays. Et puis Sony coupe la promotion, brutalement. 2 singles, une vidéo et le silence. Pourquoi ? La réponse est dans les chiffres. En 1995, Michael avait utilisé sa part du catalogue Sony ATV comme garantie pour contracter des emprunts. Et bien évidemment, si Michael ne rembourse pas ses dettes, Sony devient automatiquement actionnaire majoritaire du catalogue. Ruiner Michael Jackson financièrement, c'est la manière la plus élégante de lui prendre ce qu'il possède sans jamais avoir à le lui voler directement. Michael Jackson comprend très vite ce qui est en train de se jouer et il décide de parler. En juin 2002, à Londres, il prend la parole devant 5000 fans. Il dit, je cite, « J'ai généré plusieurs milliards de dollars pour Sony. Plusieurs milliards. Et Sony n'a jamais rien rendu à ses artistes. » Il nomme directement le patron de Sony, Tommy Mottola, et l'appelle devant témoins et caméras. Je cite, « Un homme diabolique, un raciste. » Tommy Mottola, c'est pas juste le patron que Michael Jackson a défié. Dans les dossiers Epstein publiés par le département de la justice américaine en 2025, le nom de Tommy Mottola apparaît plus de 900 fois. On y retrouve des emails, des rapports du FBI, et les documents nous montrent qu'il rendait visite à Epstein des dizaines de fois dans des propriétés de Manhattan et de Paris. Pendant toutes ces années où Mottola fréquentait Epstein, sa propre ex-femme, Maria Carey, racontait dans sa biographie ce qu'avait été leur mariage. Elle décrit leur maison comme une prison de 32 millions de dollars, équipée de caméras de surveillance dans presque toutes les pièces, gardées par des agents armés qu'elle accuse d'être les espions de Mottola. Elle l'appelle même Sing Sing, comme la prison de haute sécurité de New York. Elle écrit qu'il lui interdisait de sortir sans permission, qu'il envoyait des équipes armées la chercher quand elle sortait sans lui. Elle rajoute que le jour où il a compris que le mariage était terminé, il a passé un couteau à beurre le long de sa joue et de sa gorge, devant 2 de ses amis. Michael Jackson n'était pas paranoïaque, il décrivait exactement ce qu'il voyait. Retenez ce moment, juillet 2002. Michael Jackson attaque Sony publiquement. Novembre 2003, Martin Bashir diffuse sur la BBC le documentaire Living with Michael Jackson, qui va déclencher la 2e vague d'accusations. Dans ce documentaire, on voit Jackson tenir la main de Gavin Arvidzo, un enfant atteint d'un cancer qu'il avait aidé, et déclarer qu'il ne voit rien de mal à partager son lit avec un enfant. Sorti de tout contexte, c'est dévastateur. Ce que Bashir a coupé, l'intégralité des séquences où les parents de Gavin remercient Michael Jackson et ne formulent aucune inquiétude. Heureusement, Michael Jackson avait filmé sa propre version et ces images existent. Il faut que je vous rajoute un détail que personne ne mentionne aujourd'hui. Martin Bashir, l'homme qui vient de pulvériser l'image publique de Michael Jackson devant des centaines de millions de téléspectateurs, est aussi le journaliste qui avait obtenu l'interview mythique de la princesse Diana en 1995. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Pendant des années, cette interview a été présentée comme un chef-d'œuvre journalistique. Puis, en 2021, une enquête indépendante commandée par la BBC conclut que Bashir avait utilisé de faux documents bancaires et des méthodes trompeuses pour manipuler l'entourage de Diana et obtenir sa confiance. Le même homme, les mêmes méthodes, 2 des figures les plus traquées de leur époque. Le documentaire déclenche une nouvelle enquête criminelle. Michael Jackson est arrêté en 2003. Menotté, photographié, les images font le tour du monde en quelques heures. Le procès s'ouvre en janvier 2005 au tribunal de Santa Maria, en Californie. Le procureur, Tom Sneddon, le même homme qui avait tenté d'inculper Michael Jackson en 1993 et avait échoué, revient 12 ans plus tard avec 14 chefs d'accusation. Le 13 juin 2005, après plusieurs mois d'audience, après avoir entendu des dizaines de témoins, 12 jurys américains rendent un verdict unanime. Non coupable sur les 14 chefs d'accusation. Non coupable sur tout. Ce qu'on oublie toujours de préciser. Michael Jackson n'était pas seulement surveillé par la justice californienne. Le FBI avait également ouvert un dossier sur lui. Des années de surveillance, de coopération avec les autorités locales. En 2009, ces dossiers ont été rendus publics via la loi FOIA. Plus de 300 pages. Résultat, aucune inculpation fédérale. Aucun élément décisif. Rien qui corresponde au monstre que les médias décrivaient déjà comme une évidence. À l'extérieur, des milliers de fans éclatent en larmes. Des colombes blanches sont lâchées dans le ciel de Santa Maria. À l'intérieur, Michael Jackson, amaigri, visiblement épuisé, serre la main de ses avocats sans sourire. Il a gagné, mais quelque chose en lui est brisé pour toujours. Et pendant que les chaînes d'information continuaient d'entretenir le doute, un autre fait passait sous silence. Quelques semaines après le verdict, ce n'est pas Michael Jackson qui retourne devant la justice, c'est Janet Arvidzo, la mère de l'accusateur, poursuivie pour fraude et parjure dans une autre affaire. Elle a été condamnée en 2006. Comme si, même après un acquittement total,
Le récit médiatique était déjà trop installé pour être remis en question. Il quitte les États-Unis peu après le verdict. Des proches témoigneront plus tard qu'il dormait avec les lumières allumées, qu'il pleurait souvent sans raison apparente. L'homme le plus célèbre du monde vivait comme quelqu'un qui se sait surveiller. En 2008, Michael Jackson annonce son grand retour. 50 concerts à Londres, au O2 Arena. This is it. 1 million de personnes réservent leur place en moins d'une journée. Pour financer ce retour, Michael Jackson signe avec AEG Live. AEG insiste pour engager un médecin personnel. Ce médecin s'appelle Conrad Murray. Son salaire, $150,000 par mois, payé directement par AEG. Conrad Murray administre à Michael Jackson du Propofol. En gros, c'est un anesthésiant utilisé normalement pour endormir les patients en salle d'opération, sous surveillance médicale constante, avec un équipement de réanimation à portée de main. Murray, lui, en administre chaque nuit, dans sa chambre, sans aucun de ses équipements, pour l'aider à dormir. Tous les experts médicaux appelés au procès ont qualifié cette pratique de criminellement négligente. Le 25 juin 2009, Michael Jackson meurt d'une intoxication au Propofol. Conrad Murray est reconnu coupable d'homicide involontaire. Il fait moins de 2 ans de prison. Sa fille, Paris Jackson, déclarera en 2017, je cite, « Tous les vrais fans de la famille le savent, mon père a été assassiné. » Et voici les chiffres que personne ne met en face de sa mort. En 2016, Sony rachète la part de la succession de Michael Jackson dans Sony ATV pour $750 millions. En 2024, Sony rachète son catalogue personnel pour $1,2 milliard. Le catalogue qu'il avait acheté 47 millions en 1985 valait donc près de $2 milliards à sa mort. En 2019, Michael Jackson est mort depuis 10 ans. Il ne peut plus se défendre. Et c'est précisément à ce moment-là que le réalisateur Dan Reed diffuse Living Neverland sur HBO. 4 heures de témoignages de Wade Robson et James Safechuck. Spotify retire Michael Jackson de ses playlists. Des radios arrêtent de le diffuser, sans procès, sans confrontation, sans possibilité de réponse. Wade Robson, en 1993, témoigne sous serment en faveur de Michael Jackson. En 2005, au procès, il témoigne à nouveau sous serment et défend Michael Jackson catégoriquement. En 2013, il dépose une plainte civile contre la succession. Il dit maintenant qu'il a menti sous serment pendant 20 ans. La plainte est rejetée pour délai de prescription. En 2019, il est la tête d'affiche de Living Neverland. Ce que le documentaire n'évoque pas, Brandy Jackson, la nièce de Michael, a été la petite amie de Robson pendant 7 ans. Une relation que Michael Jackson avait lui-même facilitée. Elle déclare publiquement en 2019, je cite, « Wade et moi sommes restés ensemble 7 ans. C'est mon oncle Michael qui nous a présentés. Wade n'est pas une victime. » Macaulay Culkin, probablement l'enfant le plus célèbre à avoir fréquenté Michael Jackson dans les années 90, avait lui aussi témoigné sous serment au procès de 2005. Sa réponse était immédiate, presque agacée. Je cite, « Il ne m'a jamais rien fait. » Ce témoignage-là a beaucoup moins intéressé les tabloïds. James Safechuck. Il affirme avoir été abusé dans la gare ferroviaire de Neverland entre 88 et 92. Le biographe Mike Smallcombe documente, preuve à l'appui, que cette gare n'a été construite qu'en 93. La timeline est physiquement, architecturalement, impossible. Le réalisateur, Dan Reed, l'a lui-même reconnu publiquement. Si les accusations étaient fondées, pourquoi Jordan Chandler, le premier accusateur, a-t-il refusé de témoigner contre Jackson à chaque occasion, en 1993 ou en 2005 ? Un homme qui a vraiment été abusé ne protège pas son agresseur à ce point. Pour comprendre ce dernier chapitre, il faut d'abord comprendre un mot russe entré dans le vocabulaire de la géopolitique mondiale. Compromat. En gros, vous filmez un homme puissant dans une situation compromettante. Vous gardez les preuves et dès lors, cet homme vous appartient. Il vote comme vous voulez, il signe ce que vous voulez, il se tait quand vous voulez. Le compromat, c'est la laisse invisible des puissants. Et Jeffrey Epstein en était le maître opérateur. Jeffrey Epstein, financier américain aux origines obscures. Personne n'a jamais vraiment su comment il avait bâti sa fortune. Propriétaire d'une île privée dans les Caraïbes, Little St. James, rebaptisée par les victimes l'île de la pédophilie, et au centre d'un réseau qui réunissait, sur une même liste de contacts, des présidents, des chefs d'État, des milliardaires, des artistes. Le 30 janvier 2026, le département de la justice américaine publie les dossiers Epstein dans le cadre de l'Epstein Files Transparency Act. 3 millions de documents, des milliers de pages, des logs de vol, des carnets d'adresses, des emails, des photos. Et parmi les noms, Bill Clinton, Donald Trump, le prince Andrew, Ghislaine Maxwell, mais aussi la reine de Rothschild, directrice générale de la banque Edmond de Rothschild, l'une des dynasties bancaires les plus puissantes d'Europe.
Les dossiers révèlent qu'Ariane de Rothschild et Epstein ont échangé 5532 emails. Elle confie ses problèmes personnels, ses doutes sur sa capacité à diriger la banque. Il la conseille. En octobre 2015, un contrat est signé, 25 millions de dollars versés à la Southern Trust Company d'Epstein pour des services que les experts financiers peinent à identifier concrètement. Ce contrat est directement lié à un règlement entre le groupe Rothschild et la justice américaine. En clair, Epstein était payé 25 millions pour gérer l'exposition d'une des plus grandes banques privées du monde face aux autorités. Et puis en novembre 2014, les dossiers de Doge révèlent qu'Ariane de Rothschild s'est rendue sur Little St. James avec 3 de ses filles adolescentes. L'île dont on sait aujourd'hui qu'elle était le lieu où Epstein perpétrait ses abus sur des mineurs. En décembre 2013, faut pas oublier qu'Ariane de Rothschild écrit à Epstein et lui parle de l'humoriste Dieudonné, qu'elle décrit comme un cas à gérer. Dieudonné lui-même a publié sur X en 2026, je cite, « Je découvre sidéré que mon nom apparaît dans les Epstein Files. Des échanges me concerneraient entre Ariane de Rothschild et Jeffrey Epstein, où il serait question de gérer mon cas. Quelques jours plus tard. Circulaire, interdiction, frontières fermées. » Et puis à la famille royale britannique, le frère du roi, Andrew Mountbatten-Windsor, anciennement prince Andrew. On n'oublie pas que les dossiers Doge contiennent des photos de lui à 4 pattes au-dessus d'une fille allongée au sol. Des emails signés de Duke, montrant qu'il transmettait à Epstein des rapports confidentiels de missions gouvernementales, dont un brief classifié sur des opportunités d'investissement en Afghanistan. Un rapport du FBI le décrit dans un nightclub à Londres avec Epstein et Maxwell. Epstein lui demande de deviner l'âge d'une jeune fille. Andrew devine juste 17 ans. Il a été arrêté en février 2026. Son frère, le roi Charles III, a exprimé, je cite, sa profonde préoccupation. Rappelons que c'est ce même Charles qui avait refusé à ses fils William et Harry de rencontrer Michael Jackson. Ce même Charles qui était resté assis pendant que Diana dansait au concert de Michael Jackson à Wembley. Ce même Charles dont le frère est aujourd'hui mis en cause dans le plus grand réseau documenté de trafic sexuel de l'histoire moderne. On revient maintenant à Michael Jackson, un homme qui chante « They don't care about us », un homme qui dit dans un enregistrement privé que, je cite, « Ils sont plus puissants que le gouvernement », un homme qui se bat pour protéger les enfants. La Heal the World Foundation, les hôpitaux financés, et dans son dernier enregistrement audio connu, il parle de construire, je cite, l'hôpital pour enfants le plus grand du monde, et un homme que le système a accusé précisément de ce contre quoi il se battait. On ne vous dit pas que Michael Jackson avait des preuves contre Epstein, on ne vous dit pas qu'il a été éliminé pour ça. Ce que les archives nous permettent de dire, c'est que le même système médiatique qui a protégé pendant des décennies un réseau documenté de trafic sexuel impliquant des présidents, des banquiers, des membres de familles royales, a consacré 20 ans à détruire un artiste noir qui n'a jamais été condamné. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une mécanique. En 2016, Sony rachète la part de la succession de Jackson dans Sony ATV pour 750 millions de dollars. En 2024, Sony rachète son catalogue personnel pour 1,2 milliard. Le catalogue qu'un homme seul avait eu le courage d'acheter en 1985, que toute une industrie avait voulu lui reprendre, que des accusations soigneusement orchestrées avaient failli lui coûter, ce même catalogue appartient aujourd'hui à ceux qui l'ont détruit. Michael Jackson n'a jamais été condamné, pas en 93, pas en 2005, jamais. Il avait une maladie de peau que les tabloïds ont transformée en preuve de folie. Il avait un gant pour cacher les premières taches que les médias ont transformées en symbole de bizarrerie. Il avait une amie proche, la princesse Diana, elle aussi dévorée par le même système. Et il avait vu, plus clair que quiconque, qui tenait vraiment les rênes. Quand les dossiers Epstein ont finalement été publiés, dans des milliers de pages de documents officiels du département de la justice américaine, c'est un artiste mort depuis 16 ans dont le nom figurait parmi les victimes collatérales, et non parmi les coupables. Alors oui, on lui doit des excuses. Pas parce que Michael Jackson était parfait, pas parce que toutes les zones d'ombre de sa vie étaient éclairées, mais parce que pendant 20 ans, on a appliqué un 2 poids 2 mesures. Un standard de preuve impossible pour lui, et une immunité presque totale pour ceux qui avaient vraiment du sang sur les mains. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'un homme est un monstre, demandez-vous ce qu'il possédait, ce qu'il avait dit, et qui avait intérêt à le faire taire. Michael Jackson nous l'avait dit, dans ses chansons, dans ses interviews, dans cet enregistrement privé. Malheureusement, on l'a pas écouté. Alors oui, on lui doit des excuses. Merci à vous d'avoir regardé les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la page, n'hésitez pas à booster la vidéo aussi, ça nous soutient beaucoup. Pour ceux qui veulent nous soutenir financièrement, tous les liens sont dans la description.